Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Chers étudiants, nous allons commencer aujourd'hui une série d'applications concernant la dynamique des structures. Après avoir enregistré la partie théorique des différents chapitres concernant la dynamique des structures, et bien que chaque chapitre théorique contient déjà des applications, je pense qu'il est utile d'ajouter quelques applications supplémentaires afin de comprendre mieux cette dynamique des structures. Donc, on va essayer d'enregistrer une série de vidéos de ces applications-là, et on va essayer d'aller tout doucement à partir du cas simple, c'est-à-dire les systèmes à un seul degré de liberté, et généraliser jusqu'au système à plusieurs degrés de liberté. Donc, on va essayer de commencer par le début. On sait très bien que la partie la plus importante et la plus essentielle au début d'un calcul de dynamique de structure, c'est de pouvoir calculer les caractéristiques propres du système. On a besoin de ces caractéristiques dans tout calcul dynamique, et bien sûr, ça fait partie de si vous voulez, la partie euh, libre non amortie. Vous savez très bien que le mouvement libre non amorti est un mouvement spécial qui est donc juste théorique, c'est un mouvement qui n'existe pas en réalité, et on essaie juste de le traiter pour avoir des caractéristiques propres. Donc le but de ces applications qui sont au nombre de deux va être exactement donc de d'avoir une idée sur comment calculer ces caractéristiques propres du système. Donc on va passer par revoir ce que c'est une rigidité ou bien une flexibilité, puisque c'est la base de calcul des caractéristiques propres. Et puis donc on va voir que ceci dépend d'un calcul de déplacement pseudostatique ou bien d'un déplacement statique par une des méthodes, donc, qui est la méthode de multiplication des diagrammes que tout le monde. Enfin, donc, on définit les relations entre ces caractéristiques propres, qui sont au nombre de trois en général, la pulsation propre, la fréquence propre et la période propre. Donc, premier exemple, une poutre console. Donc, une poutre à console soumise à l'action d'une charge gravitationnelle qui est égale à mg. On va essayer de déterminer ces caractéristiques propres, W0, F0 et T0. Là, on a une géométrie quelconque. On va essayer de comprendre le comportement de cette poutre dû à une charge, si vous voulez, définie dans une direction quelconque et dans un degré de liberté quelconque, avec des dimensions donc bien définies. Donc, la première des choses, bien sûr, c'est de comprendre un petit peu et de modéliser cette structure par rapport au degré de liberté. Donc, par simplicité, on a choisi un seul degré de liberté. Donc, dans cette structure, c'est celui-là. Donc, c'est là où la masse est concentrée en général. D'accord? Bien sûr, la masse est concentrée dans le lieu. Il faut définir maintenant la direction du degré de liberté. Donc, ça, c'est juste une modélisation. On peut utiliser plusieurs degrés de liberté dans cette poutre, mais le but, c'est pas ça. Donc, le but, c'est de commencer par le système à un seul degré de liberté. Donc, je répète, le degré de liberté choisi et le degré de liberté donc au bord libre de la console, c'est là où toute la masse de la poutre est concentrée. Et bien sûr, vu que cette structure est soumise à une force gravitationnelle du tube, donc qui dit gravitationnelle dit donc verticale, mg, donc U est égal à mg. Donc là, ça dénote un petit peu la direction du degré de liberté. Et donc dans ce cas, on définit le lieu, donc c'est le point libre, et la direction, c'est la direction verticale du degré de liberté. Donc ça, c'est la première des choses à faire. Une fois qu'on définit ce degré de liberté, bien sûr, la suite sera beaucoup plus une modélisation mathématique qui va nous permettre de résoudre des équations différentielles afin de déterminer les caractéristiques propres du système. Donc on va revenir un petit peu, ou bien si vous voulez, avant ça, donc on définit un deuxième exemple. Le deuxième exemple, c'est un rôle industriel suivant qui peut être modélisé à un seul degré de liberté. Donc, on va la même chose, déterminer les caractéristiques propres. Maintenant, on va supposer deux possibilités de fixation entre ces colonnes-là et ces poteaux. Donc, on parle de ces fixations-là. Les poutres en TI, est-ce qu'elles sont fixées de façon donc, encastrée ou bien elles sont fixées de façon alternée? On va voir les deux cas possibles. Donc, au niveau des fixations des poutres avec les poteaux. Donc là, c'est juste pour avoir une idée sur l'effet des conditions limites, ou bien des conditions de fixation pour
une structure à un seul degré. Donc la même chose là, c'est comme si cette structure serait remplacée par une structure de ce type, donc c'est un poteau, pardon, donc c'est un poteau, où la masse est concentrée tout à fait. Donc là, on va vers une console dans la masse. Bien sûr, le degré de liberté qui nous intéresse, c'est le sommet, donc c'est un poteau. Et on va essayer donc de voir un petit peu maintenant la direction horizontale, puisque le mouvement en général de ce type se fait dans la direction horizontale du degré de liberté. Donc la même chose, on définit le lieu et la direction pour définir le degré de liberté. Donc ces deux cas, on va essayer de les comprendre pour déterminer les caractéristiques propres du système. Donc, revenons un petit peu en arrière et allons-y vers le chapitre 3 où on a parlé donc des mouvements libres non amortis. Donc on rappelle l'équation générale du mouvement d'un système à un seul degré de liberté. Donc il y a présence de la masse, il y a l'amortissement, il y a la rigidité et il y a la force externe. Donc ça, c'est l'équation du mouvement qu'on connaît très bien, qui est une équation d'équilibre dynamique. Donc cette équation est générale, elle a l'effet de l'inertie, l'effet de la vitesse avec l'amortissement, l'effet du déplacement avec la rigidité et l'effet de la force externe. Maintenant, si je suppose que le mouvement est libre, non amorti, libre, ça veut dire que P de T est égal à 0, et non amorti, ça veut dire que C est égal à 0, donc elle est niche. Bien sûr, on retrouve notre fameuse équation du mouvement libre non amorti, M seconde plus KI est égal à 0. Donc, bien sûr, comme j'ai dit, cette équation est purement théorique. En réalité, elle n'existe pas, puisque chaque structure est soumise à une force extérieure et chaque structure a un amortissement qui lui permet de freiner un petit peu les vibrations à travers le temps. Mais là, donc, on est obligé de passer par cette équation-là, qui est une équation propre, qu'on appelle des fois une équation naturelle, parce qu'elle ne garde que les caractéristiques naturelles qui sont la masse et la rigidité, et donc ça nous permet de déterminer les caractéristiques. Donc, on a vu dans le chapitre 3 qu'on peut résoudre cette équation différentielle du second degré avec est égal à 0, donc soit du type ρ cosinus oméga 0t moins θ, ou bien A cosinus oméga 0t plus B sinus oméga 0t, où les constantes sont déterminées par les conditions initiales, qui sont généralement la vitesse et l'accélération, ou bien le déplacement initial. Donc là, cette équation-là, qui est une équation du second degré, d'accord, on va essayer donc de la diviser par la masse, et ça me donne donc U seconde plus 4 sur 1, donc U de T est égal à 0. C'est 4 sur 1 qui nous intéresse, donc on va le poser comme étant égal à oméga 0 au carré, ou bien oméga au 0 est égal à la racine de 4 sur 1. C'est cette valeur-là qu'on va l'appeler la pulsation propre du système. C'est la racine de la rigidité sur la masse. Elle est exprimée en radians par seconde. Donc, à partir de cette pulsation propre, on peut parler de la fréquence propre, ça c'est connu, c'est oméga 0 sur 2pi qui est en cycle par seconde ou bien par hertz, et on peut parler de la période propre de 2pi sur oméga 0, donc qui est un seconde. Donc, vous voyez qu'en général, ces caractéristiques propres sont nécessaires pour définir au moins comment se comporte la structure si elle n'est pas amortie et si elle n'est pas forcée. D'accord? Donc, vous voyez maintenant que dans ces caractéristiques propres, oméga 0, F0 et T0, la masse est connue, c'est la rigidité donc, qui nous intéresse donc, dans cette partie-là. Donc, il faut qu'on connaisse un petit peu la rigidité. La rigidité est déterminée par les dimensions géométriques de la structure, par exemple, et du module de Young de façon générale. Donc, c'est ce qui nous intéresse dans ces applications-là, c'est cette rigidité-là. Or, cette rigidité, c'est quoi? C'est quoi une rigidité? D'accord? Vous savez tous qu'en général, on a la fameuse équation de la statique. F est égal à K fois delta. F est une force, K est une rigidité, delta est égal à un déplacement. Donc, si vous posez delta est égal à l'unité, vous aurez F est égal à K. Et dans ce cas, la rigidité K, elle devient une force pour un déplacement unitaire. C'est tout. C'est tout simplement ça. Donc, c'est une force d'abord pour un déplacement unitaire. Donc, il faut faire attention que pour faire cette définition-là, il faut que la force et le déplacement soient dans le même degré de liberté, soient dans la même direction du degré de liberté, pour qu'on puisse déterminer une rigidité. Donc, force due à un déplacement. Et c'est pour ça qu'on peut généraliser, je pense, pour certains qui ont l'habitude d'aller vers la méthode des éléments finis. Donc, ils utilisent des coefficients de rigidité de type KIJ, si vous avez plusieurs degrés de liberté,
où on définit ce coefficient de rigidité KIJ par une force en I due à un déplacement unitaire en J lorsque tous les autres déplacements sont nuls. D'accord? Donc, pour cela, on applique un déplacement unitaire en I et on bloque tous les autres déplacements en J, on peut déterminer la force due à ce déplacement unitaire. Et c'est ça la définition de la rigidité. L'inverse de la rigidité maintenant, si je prends l'inverse de la rigidité, en général, si je pars de l'équation de la statique et que j'essaie de calculer delta, elle me donne F sur K, donc delta est égal à F sur K. Si je pose 1 sur K est égal à petit f, ça va être delta est égal à petit f au grand F. Donc ça, c'est le déplacement, ça, c'est la flexibilité F, et ça, c'est la force grand F. Donc la même chose, si je pose grand F est égal à 1, l'unité, je vais dire que le déplacement et la flexibilité sont confondus. Donc la flexibilité devient un déplacement pour une force unitaire. Donc la flexibilité est un déplacement pour une force unitaire. Alors que la rigidité, c'était une force pour un déplacement unitaire. Donc vous voyez la différence entre les deux. Et on peut même généraliser ça. Donc la même chose, si je prends un coefficient de flexibilité IJ pour plusieurs degrés de liberté, je vais dire que c'est un déplacement I dû à une force unitaire en J lorsque toutes les autres forces sont nulles. Donc je ne vais pas appliquer de force sur les degrés de liberté J et je vais appliquer une force unitaire en I, en J par exemple, pour déterminer le déplacement I. D'accord? Donc comme ça, on peut calculer FII, FIJ, FJI et FJJ si vous voulez de façon. Donc je répète, c'est un déplacement I dû à une force unitaire en J lorsque toutes les autres forces sont. Donc ça se généralise un petit peu. Maintenant, en tant qu'ingénieur en général, est-ce qu'on est habitué à calculer une force ou bien un déplacement? En général, les différentes méthodes qu'on a, c'est des méthodes qui nous permettent de calculer un déplacement. C'est plus pratique pour nous. Il y a beaucoup de lois donc en génie civil et d'équations en génie civil qui nous permettent de calculer beaucoup plus un déplacement qu'une force. Et donc, le plus souvent, pour calculer une rigidité qu'on a besoin pour le oméga 0 et cette rigidité, en général, on passe par une flexibilité le plus souvent. Et donc, ça permet donc de calculer une flexibilité. On inverse et on trouve la rigidité. Une des méthodes, donc vous pouvez trouver plusieurs méthodes, une des méthodes qu'on utilise souvent, c'est ce qu'on appelle la méthode de multiplication du diagramme ou la méthode de Verechevik. Donc cette méthode-là, je vous laisse le soin de la revoir un petit peu à tête reposée. Il suffit donc, la base de cette méthode, c'est d'avoir deux diagrammes de moment, l'un avec les forces réelles et l'autre avec une force unitaire, donc appliquée au degré de liberté. Donc là, avec ces deux diagrammes, donc je peux calculer un déplacement qui est égal à 1 sur i grand M, petit m de x, ou bien en faisant donc le calcul de l'intégrale, on retrouve x statique égale à 1 sur i, multiplié par l'aire. A, c'est l'aire du diagramme grand M, donc ce A, c'est l'aire du diagramme celui-là, et YG, c'est l'ordonnée, c'est cette valeur-là qui correspond donc à ce centre de gravité de grand M. Donc, calcul YG. Donc, je pense que vous avez l'habitude d'utiliser ça, donc, mais c'est la plus simple. Donc, en général, on l'utilise pour calculer une flexibilité, c'est-à-dire un déplacement pour pouvoir l'inverser et calculer la distance. Donc, je reviens sur mon premier exemple. Mon premier exemple, donc, c'est une poutre donc, de longueur L et d'une console 1,5 m, où le degré de liberté donc, est appliqué à ce pôle libre avec une direction donc, verticale donc, dans ce sens. Donc, on rappelle, oméga 0, c'est racine de K sur M. Comme K, c'est 1 sur la flexibilité, donc je vais la remplacer. D'accord? Et comme la masse multipliée par G est égale à Q, donc je peux calculer la masse comme étant égale à Q sur G. D'accord? Donc, dans ce cas, ça me donne G sur Q fois F. Si je prends F, on a dit c'est un déplacement dû à une force unitaire. Si je multiplie Q fois grand F, bien sûr, c'est un déplacement dû à la force Q. Ça, c'est connu simplement par définition de la flexibilité. Donc, si j'utilise petit f, ça va être le déplacement par la force unitaire. Si j'utilise grand Q, donc c'est Q par F, c'est le déplacement statique. Donc là, il faut faire une distinction entre le Q fois F ou bien le F. Donc je répète, F est un déplacement dû à une force unitaire uniquement. Et Q
fois F est un déplacement dû à la force Q. Donc, il faut faire la différence parce qu'on va essayer de voir cette différence entre le premier exemple et le deuxième exemple. D'accord? Dans le premier exemple, la direction de Q est égale à mg, elle est dans la direction donc, du degré de liberté, et donc ça ne pose pas de problème. Par contre, dans le deuxième exemple, on va voir qu'elles sont de directions différentes. Donc là, il suffit de calculer Q fois F, qui est donc le déplacement U, qui est X statique. Donc là, c'est la multiplication des diagrammes. Si je remplace donc Q fois D, ça me donne, par exemple, ceci. Et donc, vous voyez que tout le problème pour calculer une pulsation propre, il suffit de calculer X statique. D'accord? Donc, dans ce cas, j'utilise la multiplication des diagrammes et j'utilise donc cette fameuse relation donc, entre le déplacement et les diagrammes, que ce soit de grand M, celui-là, ou bien de grand M de petit. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On applique une force Q est égale à 4 tonnes force ici, et on calcule donc le diagramme. C'est connu, donc ça c'est un diagramme simple donc, qui va me donner donc deux triangles. Et puis, dans la même idée, donc au lieu d'appliquer Q est égal à 4 tonnes force, on va appliquer une force unitaire dans le même degré de liberté pour avoir donc le diagramme des petits m, ce qu'on appelle des moments unitaires. Donc la même chose. Et donc dans ce cas, vous voyez que le x statique, comme j'ai deux géométries, donc deux diagrammes différents, je vais multiplier le premier diagramme avec le deuxième, avec le premier, d'accord, et le deuxième diagramme avec le deuxième. D'accord? Donc, ça me donne le x statique. X statique, donc, 1 sur EI, A1 multiplié par XG1, c'est celui-là avec celui-là, plus A2 multiplié par YG2, donc celui-là par celui-là. D'accord? Donc, ça, c'est simple et ça devient donc vraiment simple. Ou A1, par exemple, si je calcule la surface A1, c'est la moitié, c'est 1 demi du triangle, donc 1 demi 6 fois 6, et A2, donc c'est le petit, donc c'est 1 demi de 6 fois 1. D'accord. YG1, ça va être l'ordonnée, donc celle-là correspond au degré de liberté, celle-là, d'accord. Donc bien sûr, ce degré de liberté se trouve ici à 1 tiers de 6 mètres, et celui-là, donc c'est 2 tiers de 6 mètres. D'accord. Par contre, celui-là, donc, il se retrouve à 1 tiers de 1,5 et à 2 tiers de 1,5. Donc, on retrouve à peu près ces dimensions-là pour pouvoir déterminer une géométrie de YG1 identique. Donc, YG1 sur 1,5, d'accord, qui est égal à, ça c'est le triangle semblable, celui-là sur celui-là. Donc, ça, YG1 qui est égal à 2 tiers de 1. Et YG2, donc celui-là, sur celui-là, est égal à celui-là sur celui-là, donc ça me donne YG2 est égal à 2 tiers de 1. D'accord? En remplaçant, donc, vous voyez qu'un remplacement direct, ça me donne X statique est égal à 0,09 mètres, c'est-à-dire 0,9 cm. Si je remplace maintenant ce X statique dans mon équation de la pulsation propre, donc, il me donne racine de G sur X statique, donc, ça me donne IW0. Et oméga 0, c'est 33 radians par seconde. En passant par la fréquence, donc, oméga 0 sur 2pi, j'aurai 5,25 Hz. Et en passant par la période propre, 2pi sur oméga 0, ça me donne donc 19,09. Vous voyez, donc, le problème revient à déterminer ce déplacement statique dû à une charge quelconque. Deuxième exemple, donc, qui peut différer du premier exemple, parce que le mouvement maintenant change. D'accord? Le mouvement change, puisque je peux avoir un mouvement dans ce sens. Je suppose que mon degré de liberté il est dans ce sens parce que tout le mouvement est dans ce sens. Et je suppose que les excitations au sol, ou bien les excitations se font dans cette direction-là, donc pour pouvoir parler d'un séisme, par exemple. Donc, la même chose. Je parle de la définition donc, de l'équation de W0. D'accord? Maintenant, comme G est égal à mg en général, c'est une force en général verticale, d'accord? Donc, je vais beaucoup plus déterminer petit f qui est un déplacement dû à une force unitaire. Oui, je multiplie par G pour avoir l'effet. D'accord? Donc là, je vais juste calculer petit f pour les deux cas possibles. J'ai dit, soit les poteaux sont articulés, soit les poteaux sont articulés au poteau ici, d'accord? Soit ils sont en face. Donc, pour le premier, si les poteaux sont articulés, ça veut dire que j'aurai donc ici une articulation et je peux déterminer donc cette partie-là en calculant le
flexibilité petit f qui est un déplacement d'une force unitaire. D'accord? Donc, je répète, maintenant, la force qui s'exerce sur ma structure est égale à 1, parce que je veux calculer la flexibilité petit f, et pas n'importe quel déplacement. Donc là, je vais vers mon diagramme de mon fléchissant. Donc, si je veux calculer grand M, c'est le moment fléchissant dû à une force unitaire, puis je calcule la flexibilité. Et en même temps, il est petit m, parce que c'est le diagramme des forces unitaires. Donc, c'est la même chose, puisque je calcule, je répète, petit f qui est la flexibilité, qui est un déplacement dû à une force unitaire. D'accord? Donc là, la relation géométrique, elle est bien. Donc, entre YG, puisque ça, c'est toujours un tiers et ça, c'est 2 tiers du triangle. L'air, donc, c'est H fois H sur 2. D'accord? Et puis, donc, là, cet air, c'est celui-là. Donc, là, il faut faire attention maintenant que la rigidité, puisque les poteaux sont parallèles, donc la rigidité, c'est la somme des 3 rigidités puisqu'ils sont parallèles. EI plus EI plus EI, ça me donne 3 EI, et c'est pour ça qu'on retrouve ici donc un 3 EI, parce que c'est la somme des 3 rigidités. D'accord? Donc ça, j'ai dit, c'est l'aile du triangle, et ça, c'est le YG, donc, qui me donne donc l'ordre. Donc on aura une flexibilité 0,0069, je répète, c'est un déplacement dû à une force unitaire. Donc si je replace dans mon équation de W0, je trouve un 6,88 radians par seconde, et puis une fréquence propre de 1,0, c'est pas de 15, et une période propre de 0,95. Vous voyez que maintenant, je l'utilise. Le moment grand M, si vous voulez, est le moment dû à la force unitaire, puisque je calcule une flexibilité. Donc maintenant, si la poutre est encastrée, la même chose, le diagramme du moment flexion que je cherche, en fait, la poutre, elle n'est pas totalement encastrée parce que je dois quand même laisser le degré de liberté libre dans ce sens-là. Je peux quand même laisser cette direction-là. Donc, il est encastré dans cette direction-là, mais il doit bouger dans l'autre sens puisque j'ai une excitation. Et dans ce cas, donc, s'il bouge celui-là, ça va me donner cette structure-là. Cette structure-là admet un point d'inflexion donc, qui change donc de direction, et ça sera un moment nul et un effort tranchant est égal à 1 puisqu'il est soumis à 1. Je répète, cette charge unitaire va me donner la flexibilité exacte. Donc, en faisant le diagramme des moments fléchissants dû à grand M qui est égal à 1, et le diagramme des moments unitaires qui est lui-même parce que c'est 1, donc j'aurai la multiplication des deux diagrammes pour avoir donc le déplacement ou bien la flexibilité. Donc là, vous voyez que j'ai 2 triangles qui sont deux parties, donc ils vont être multipliés une par une. Et puisque c'est les mêmes valeurs, donc il suffit donc de multiplier par 2 ces triangles. Donc 1 sur 3, c'est la rigidité. Ça, c'est l'aile du triangle. Et ça, c'est le YG de chaque. D'accord? Donc on retrouve la flexibilité. Cette flexibilité, on l'a remplaçant dans oméga 0, donc on aura 13,75 radians par seconde. Et en remplaçant dans F0, on aura 2,19 x, et puis période propre de 0,457. Vous voyez donc que tout le problème revient à déterminer ce déplacement statique. C'est un déplacement qui est dans la direction du degré de liberté et dont la charge est appliquée dans la direction du degré de liberté. Donc vous voyez, c'est simple, ça vous permet de calculer oméga 0, F0, T0, qui seront la base de calcul puisqu'elles seront utilisées par la suite dans les mouvements amortis et surtout dans les mouvements amortis forcés. Voilà, donc je vous remercie. J'espère vous retrouver dans la prochaine vidéo concernant donc les autres types de systèmes. Je vous remercie.